Le tout premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS a été lancé ce 18 novembre à Bamako. L'événement met en lumière le rôle stratégique de l'entrepreneuriat comme moteur de croissance pour l'espace régional. Au Mali, le mois de novembre apporte son lot de contrastes climatiques, des variations de température qui influencent directement notre santé. Les changements du temps se font sentir. Quel impact sur le bien-être des populations? Des éléments de réponse dans ce journal. Emmanuel Macron entame une nouvelle tournée sur le continent africain au moment où Paris tente de repenser sa stratégie et sa présence en Afrique. Les détails dans un instant. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'actualité sécuritaire. L'état-major général des armées annonce que le mardi 18 novembre, des vecteurs aériens de la force unifiée de l'AIS ont ciblé un rassemblement de terroristes à Tambakor, à 8 km de la frontière nigérienne. L'opération a permis de neutraliser plusieurs combattants et de détruire du matériel logistique. Le même jour, dans la région de Gao, l'aviation malienne a frappé 2 véhicules utilisés par des terroristes sur un site d'orpaillage clandestin à Intilit. Ces opérations font suite à des renseignements confirmant la présence des groupes armés dans des zones où l'exploitation minière est strictement interdite. L'état-major salue la coordination entre les services de renseignement et la force unifiée de l'AIS et rassure le renforcement des missions de surveillance dans les zones concernées. Je l'annonçais au sommaire, le premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS a ouvert ses portes à Bamako ce mardi 18 novembre. L'événement qui se déroule jusqu'au 21 novembre ambitionne de faire de l'entrepreneuriat un véritable moteur de croissance dans l'espace régional. Assetoumani Koulibaly a suivi pour nous la cérémonie d'ouverture. Promouvoir un entrepreneuriat innovant, offrir une plateforme de valorisation des idées, mobiliser les partenaires financiers et stimuler la création d'emplois durables, telles sont les ambitions affichées par ce premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS. Bien plus qu'un rendez-vous économique, le salon se veut un cadre d'intégration régionale, mettant en avant le savoir-faire et la créativité des entrepreneurs venus des 3 pays membres. Lors de la cérémonie d'ouverture, le département de tutelle a souligné le rôle central de l'entrepreneuriat dans le développement économique. Cette édition se distingue par la mobilisation exceptionnelle de jeunes entrepreneurs venus de toutes les régions du Mali, de porteurs de projets innovants et ambitieux. Oui, notre tissu entrepreneurial fait face à plusieurs défis. L'accès au financement, les contraintes énergétiques, la pression de la concurrence extérieure déjà largement défavorable au regard du statut de l'interland des États de l'AIS. Le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS constitue une étape importante pour l'Alliance des États du Sahel. Il vise à bâtir les bases d'une intégration sahélienne portée par les initiatives entrepreneuriales. Nous avons besoin d'économies fortes, dynamiques et en perpétuelle croissance pour offrir le maximum d'opportunités à la main-d'œuvre et aux compétences si nombreuses dans nos différents pays. J'ose espérer, pendant les 4 jours du salon, dont le thème est, je cite, « Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES », fin de citation, vous aurez ainsi l'opportunité de faire le diagnostic de la création et du développement des entreprises, de renforcer les capacités des jeunes et des femmes en entrepreneuriat, de proposer des mesures palliatives adaptées à notre contexte. Pour les exposants, qu'ils soient originaires du Mali ou d'autres pays de la sous-région, cet événement représente une occasion unique de promouvoir leurs compétences, leurs produits et leurs projets. Certains considèrent aussi cela comme un lieu d'échange d'expériences et d'idées entrepreneuriales.
Waouh, vraiment c'est un grand plaisir d'assister à ça. Voir tous les 3 pays sont là, venir partager les expériences, les produits similaires, mais surtout le cadre qu'on peut mettre de partenariat qu'on peut créer. C'est aussi une plateforme de connexion, de réseautage. Parce que là, je vais rencontrer des chefs d'entreprise, je vais aussi rencontrer des investisseurs ou des personnes qui ont des rêves, qui ressemblent à mes rêves et qui vont aussi m'inspirer. Pendant 4 jours, plus de 5000 visiteurs sont attendus. Le salon ne se limite pas à l'exposition. Il propose aussi des conférences de haut niveau, des rencontres B2B et plusieurs panels destinés aux jeunes et aux porteurs de projets. Au Mali, novembre s'installe comme un mois de contraste, des matinées fraîches, des journées parfois lourdes et des vents qui annoncent la saison froide. Ces changements brusques que chacun ressent au quotidien ne sont pas sans effet sur notre santé. Djeneba Samake s'est penchée sur cette transition climatique qui interpelle autant qu'elle bouscule nos habitudes. Reportage. Depuis quelques jours, le climat change de visage au Mali. Des vents parfois violents, une chaleur pesante en milieu de journée, puis un froid soudain la nuit et au petit matin. Cette variation de la température correspond à la transition entre l'hivernage et la saison sèche. Les régions du nord et celles du Sahel occidental sont les plus touchées. La saison s'est retirée et a pris fin le 31 octobre. Maintenant, il se trouve que déjà, nous entamons le début de la période froide. Qui coïncide avec une rentrée d'air frais et humide. Du coup, ça fait que ces 2 masses d'air combinées vont casser la température. La tendance va se poursuivre jusqu'au mois de décembre, voilà, et janvier aussi, il va faire froid. Donc, et comme ça, quand il y a plus de descente froide dans notre zone, vous allez voir que le constat, le ressenti du froid va se faire plus sentir par les populations. Les variations brutales de température peuvent avoir un impact direct sur la santé humaine. Le passage soudain de la chaleur intense en journée à une fraîcheur marquée la nuit fragilise l'organisme, surtout chez les enfants, les personnes âgées et ceux souffrant des maladies chroniques. Avec une telle variabilité du temps, c'est l'occasion aussi, le moment est propice pour la prolification de certaines maladies, notamment appelées les maladies climato-sensibles. Voilà, donc ce sont des maladies comme la toux, et les maladies comme les rhumes, etc., etc. Mais en cas de maladie, ce qui est conseillé, il faut vraiment aller voir un médecin, aller voir un spécialiste le plus proche rapidement. Un rappel de l'importance de suivre les bulletins météorologiques et d'adopter les bons gestes pour se protéger. Les spécialistes recommandent de s'hydrater régulièrement, de se couvrir contre les vents et le froid, d'éviter les expositions prolongées à la chaleur et d'être particulièrement vigilant avec les enfants et les personnes fragiles. Bamako tente de retrouver son rythme. Après des semaines de paralysie provoquées par une pénurie de carburant sans précédent, la capitale malienne donne les premiers signes de reprise. Ce mardi 18 novembre, l'arrivée de plusieurs camions d'approvisionnement redonne un souffle d'espoir à une ville qui semblait étouffée. Les routes se remplissent et les moteurs rugissent à nouveau. Constat fait par Ibrahim Babi. Bamako renoue peu à peu avec son tumulte habituel. Après plusieurs semaines de paralysie causée par une sévère pénurie de carburant, la capitale malienne semble enfin respirer. Les artères principales s'animent à nouveau, les klaxons résonnent et les commerces longtemps fermés ou au ralenti rouvrent progressivement leurs portes. Ce mardi 18 novembre 2025, des camions chargés d'essence ont quitté le bureau des produits pétroliers des douanes et l'Office malien des produits pétroliers, se dirigeant vers des stations de distribution. Les longues files d'attente devant les stations-service, signes jusque-là de désespoir, commencent à se résorber. Alhamdulillah, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la situation. Depuis la visite du Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, vraiment nous avons senti quelque chose. Il y a eu vraiment une forte amélioration. La situation des carburants aujourd'hui, quand même, on est très content. Parce que depuis hier 17h, on est là. Bon, les carburants n'étaient pas disponibles, mais actuellement, il est disponible. On est très satisfait au fait ici. Vraiment, je suis très content.
Parce que depuis hier la nuit, on est là, jusqu'au présent aujourd'hui là. Mais vraiment, je remercie le Dieu. J'ai salué à tous les membres de la commission, vraiment. Je suis très vraiment satisfait. Bien que la brise de normalité reste fragile, les autorités maliennes conscientes de l'enjeu maintiennent une vigilance accrue pour garder sous contrôle cette crise. Le défi reste de taille, éviter de retomber dans l'asphyxie. Pour les habitants de Bamako, cette reprise timide est un premier pas vers la reconstruction quotidienne. Mais beaucoup redoutent déjà une nouvelle rupture. L'Organisation des Nations Unies met en garde contre la famine utilisée comme véritable instrument de guerre dans le conflit à Gaza, au Soudan et au Sahel. Elle appelle aussi les pays de l'AES à rester unis face à la recrudescence des attaques djihadistes. Aminata Keita. Dans plusieurs foyers de conflit, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. La famine est délibérément instrumentalisée comme une arme de guerre. En Palestine, l'ONU accuse les autorités israéliennes d'avoir mis en place des politiques de blocus, restriction de l'aide, destruction des infrastructures qui ont considérablement aggravé l'insécurité alimentaire à Gaza. Au Soudan, le conflit armé entre l'armée et les forces paramilitaires bloque l'acheminement de l'aide vitale. Dennis Brown, la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, dénonce un blocage équivalent à l'utilisation de la faim comme arme. Pour l'ONU, accepter la famine comme arme, c'est accepter que la guerre dévore non seulement des vies, mais des espoirs. Hier mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les États du Sahel à mettre de côté leurs différends pour faire union avec les pays de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie, le Tchad et l'Algérie pour faire face à l'explosion des attaques des groupes djihadistes. Pour le chef de l'ONU, la région a un besoin urgent d'aide financière internationale à hauteur de 4,9 milliards et que moins d'un quart de cette somme a été collectée, regrettant que le plan pour le Mali ne soit ainsi financé qu'à hauteur de 16%. Nos populations, y compris les femmes et les enfants, sont lâchement assassinées ou soumises à des violences indicibles ou contraintes à l'exil ou tout simplement privées d'accès aux services sociaux essentiels. Je tiens à souligner que la lutte contre le terrorisme est et doit rester une lutte régionale et internationale, notamment dans le contexte de l'expansion de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Le Mali a connu une expérience non réussie de présence d'une mission des Nations Unies sur son territoire, la MINUSMA, dont la doctrine, le mandat et les règles d'engagement n'étaient pas adaptées aux besoins sécuritaires du pays hôte. Face au Conseil de sécurité, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touraï, a rappelé que la confiance est nécessaire pour que les pays collaborent dans le partage d'informations et de renseignements, les patrouilles frontalières et les opérations conjointes, mais que la situation dans notre région est caractérisée par la méfiance. Issa Konfourou, ambassadeur et représentant permanent du Mali à New York, a laissé entendre que le Mali était entièrement disposé à la coopération avec les pays de la région et l'ensemble des partenaires. Il est essentiel de reconstruire la confiance entre les parties prenantes de la région en Afrique de l'Ouest. Il est notamment primordial que les États de la région Afrique de l'Ouest aient une compréhension commune de la menace terroriste et des réponses partagées à y apporter. Les réunions, les résolutions et les déclarations sont certes utiles, mais pas suffisantes face à la menace terroriste. Il faut des réponses concrètes, rapides et adaptées aux réalités de chaque situation spécifique. Quant au président en exercice de la CEDEAO, le Sierra-Léonais Julius Maada Bio, il a appelé à un pacte pour la paix et la résilience au Sahel entre la CEDEAO, l'ONU et l'Union africaine. Pendant ce temps, Emmanuel Macron entame une nouvelle tournée africaine dans un contexte où la France cherche à redéfinir ses relations avec le continent. Quel enjeu pour Paris et quelle perception auprès des populations africaines? Élément de réponse avec Moussa Traoré. Ce jeudi 20 novembre, le président français Emmanuel Macron entame une tournée de 5 jours en Afrique. Il visitera plusieurs pays tels que le Gabon, l'Angola, l'île Maurice et l'Afrique du Sud, où il participera au sommet du G20. Cette tournée africaine montre une volonté claire de la France de retrouver un nouveau souffle et de réaffirmer son rôle sur le continent. Selon les spécialistes, elle illustre la nécessité pour Paris d'adapter sa stratégie face à l'évolution des relations diplomatiques et à la montée d'autres partenaires internationaux. Ça révèle deux choses. Vous savez, il y a une guerre d'influence qui reprend de plus belle et la France est en train de perdre ses zones de confort en Afrique. Non seulement elle perd ses zones, mais elle est vraiment agressée par la Russie. Donc, non seulement la France
étaient en perte de ces zones de confort et d'influence, mais ces sphères d'influence sont récupérées par la Russie. Et non seulement cela, mais en plus, le deuxième aspect, c'est que la France a eu un moment de flottement parce qu'elle n'avait non seulement pas prévu, mais n'a pas de stratégie de réponse. Donc, cette tournée se présente comme une relance, une reconquête, on va dire, de l'Afrique et du précaré français. Pour les populations africaines, cette initiative pourrait être perçue comme un signe d'ouverture et de renouveau, mais les succès dépendront de la capacité de la France à traduire ses intentions en actes concrets. C'est de pouvoir dire ce que la France offre en échange. Le tout n'est pas de venir, disons, convoiter les ressources naturelles. Le tout n'est pas de venir avoir un discours condescendant. C'est le défi majeur, c'est de pouvoir traiter les dirigeants et les peuples à égalité, de comprendre que les populations ont une certaine maturité et de comprendre qu'il est temps d'offrir quelque chose, pas juste de maintenir les gens en survie. Entre ambition diplomatique et défis à relever, cette tournée marque une étape importante dans la redéfinition de la présence française en Afrique. Sport à présent, en football, l'Afrique a un nouveau ballon d'or. Ce 19 novembre, le Marocain Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, a été sacré meilleur joueur africain de l'année lors des CAF Awards à Rabat à Setoumani Coulibaly. Achraf, merci beaucoup. 2025 semble être l'année de la consécration pour Achraf Hakimi. Après avoir été finaliste en 2023 et 2024, le Marocain voit enfin la chance lui sourire. Le défenseur parisien vient d'être sacré ballon d'or africain. Un trophée prestigieux qui vient couronner une saison exceptionnelle avec son club français, le Paris Saint-Germain. Hakimi a été un élément clé du triplé du PSG cette année, avec notamment une victoire historique en Ligue des Champions. Ses statistiques en club témoignent de son impact avec 9 buts et 12 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues. Ces titres africains s'ajoutent à une liste de récompenses individuelles, dont le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1, remporté en mai dernier. La soirée des CAF Awards a également été une véritable fête pour le Maroc. En sus d'Achraf Hakimi, une moisson de récompenses en est suivie avec Ghizlane Chebak, sacrée meilleure joueuse africaine, Yacine Bounou, meilleur gardien, et l'équipe nationale U20 désignée meilleure équipe nationale masculine. Actuellement blessé à la cheville, Hakimi ne souhaite qu'une chose, se rétablir au plus vite afin d'être en pleine forme pour la prochaine CAN qu'il recevra chez lui au Maroc à partir du 21 décembre 2025. L'objectif reste de maintenir la CAN 2025 chez lui. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume.